Bienvenue les Lutétiens, bienvenue dans cette analyse de la troisième journée de la Lutèce Cup, notre cher championnat. L'After Lutèce est là, il sera toujours là pour vous, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les Lutétiens pensent tout bas. Et oui, on dit les vérités, on dit les choses qui fâchent, le ballon d'or de Messi, tout ça, on n'en parle pas, on s'en fout. On va parler de la vraie compète, du vrai sport, de la castagne et des actions de classe, à savoir la Lutèce Cup. Bon, en vrai, des actions de classe, il n'y en a pas eu tant que ça, mais on y reviendra. Faisons peut-être un premier point sur le constat global, la tendance générale qui se dégage de cette première journée. Alors la première chose à dire, c'est que la troisième journée, ce fut celle où les gloires d'antan, les vieux de la vieille, les vieux briscards, ils en ont pris plein les tronches. C'est vraiment la décrépitude, la déchéance totale pour certaines vieilles gloires de la Lutèce. Et regardez-moi les premiers à passer sur le grill. Ça tombe bien, le grill, steak Sharon, vous avez compris. Oh là là, Duda, il fait des transitions de malade. Eh bien les premiers à passer sur le grill, c'est évidemment Kral et JC. Kral et JC, après la grosse claque subie en deuxième journée par Olivier Dulac, rappelez-vous le 4-0, cette fois-ci c'est un 4-1 qui se mange par Nicap et le propre. C'est carrément pire en fait qu'en J2. Alors pourquoi pire ? Parce que d'une part, en face c'était Nicap et le propre quand même. déjà rien que ça, déjà c'est énorme. Non, surtout que je pense que le 4-1 là, Nicap et le propre, surtout le propre, on va en entendre parler toute la saison. Mais en plus, Nicap et le propre jouaient Amazon, alors que Kral et JC, ils jouent Nains du Chaos. Ça aurait dû être une victoire facile, un match nul au pire pour les Nains du Chaos, avec tous les tacles qu'ils ont. Non, c'est pas une défaite, pas une courte défaite, c'est une vraie poire dans la gueule, un 4-1. Poire dans la gueule. Ouais, une poire dans la gueule. 4-0 contre les Grenouilles, 4-1 contre des Amazones, mais ils s'arrêteront où les mecs ? Ils sont plus bas que terre. En tout cas, à mon sens, c'est Scarabée qui doit s'en frotter les mains, lui qui les affronte en J4, parce que ils sont déjà pris 4-0 et 4-1 par des légers. Normalement, si jamais 203 comme on dit, donc Scarabée c'est free win. Là, Scarabée, là les mecs ils sont plus bas que terre, c'est à toi de les achever. Parce que Kral et JC, c'est en 3 journées, 2 touchdowns marqués, 9 d'encaissés, 9 par des Nains du Chaos. C'est vraiment moche de vieillir, hein. Franchement c'est moche. Alors autre gloire d'antan qui n'est que l'ombre de lui-même, c'est naturellement Garden, notre cher jardinier, notre vainqueur d'il y a 2 saisons. Là pareil, il est plus bas que terre en parlant de jardinage. 3e défaite. Et surtout, 3e défaite avec 0 touchdown de marqué. Cette fois-ci, c'est une grosse branlée face à Ashram. Alors ok, c'était Ashram en face, mais il n'empêche. Garden, c'est 3 défaites, 0 touchdown marqué, 5 d'encaissés. Et surtout, si vous regardez bien, c'est 13 XP en 3 journées sur ces Amazones. Une comp. C'est un vrai scandale pour le champion qu'il est, le grand champion qu'il est. Alors, est-ce que c'est un manque de chance ? Est-ce que c'est un défaut d'aptitude dans la gestion du roster ? J'en sais rien. À mon avis, la vérité, elle est toujours au milieu. Hein. La question qui demeure, c'est de savoir si, comme l'année dernière, il nous fera une chevauchée extraordinaire, une remontée de dingue pour réussir à se qualifier en play-off après ce début de saison catastrophique. Rappelez-vous, l'année dernière, il passe quand même de la 46e à la 15e place en 8 journées. Il se qualifie de justesse en play-off, alors même qu'il était 46e à l'issue de la J7. Donc c'est la grande inconnue. Est-ce que va-t-il y arriver en fait ? La difficulté pour lui, c'est que jusqu'à la fin du premier tiers, il affronte encore Melfios, qui n'est pas le premier bleu venu à la Lutèce. Et ensuite, c'est les fatidiques Aredale et Eddy avec des Scaven. Et on sait que les Amazones contre les Scaven, elles ont du mal à courir un peu derrière les coureurs d'égout, alors que ceux d'Aredale et Eddy sont assez bien campés déjà.
Donc en vrai, la question c'est, est-ce qu'il va finir avec une bulle Garden, bien sûr, est-ce qu'il va finir avec une bulle à l'issue de la 5e journée? Ce serait chose, à mon sens, inouïe et jamais vue en notre championnat, que un vainqueur précédent, alors pas le vainqueur de la saison dernière, mais un vainqueur de la Lutèce finisse avec une bulle à l'issue du premier tiers de la saison. Ce serait vraiment une première. Mais bon, on n'est pas à une première près depuis deux saisons, hein, en vrai. Alors quand même, parmi les gloires d'antan, parce que sinon ils vont m'en vouloir que je ne les cite pas, le propre handicap, 3 matchs, 3 victoires. Quand ils jouent tous les deux, ils trustent les premières places du championnat dès le départ. 8 touchdowns marqués, un seul d'encaissé avec leurs Amazones. Ils sont inarrêtables. Surtout 61 XP déjà en 3 journées avec les Amazones. Incroyable, l'équipe est quasiment déjà toute compée. Ils vont être juste inarrêtables sur la saison. Rappelez-vous, il y a 2 saisons, quand ils ont joué tous les deux avec les Orques, ils étaient au-delà des stats, mais à des années stratosphériques au-delà des stats. Je sais pas si ça se dit des années stratosphériques, mais chez nous ça se dit. En tout cas, ils sont partis sur le même chapeau de roue qu'il y a 2 saisons. Donc, bonne chance à ceux qui les rencontrent, en fait. Je suis bien content de ne pas tomber dessus, moi, cette saison. Alors, en parlant des stars encore et des gloires d'antan, la J3, elle a donné quand même lieu à le match de cette journée. C'était bien Azroak Slad Mortis contre l'autre doublette, Aredel et Eddy. Skaven contre Skaven en plus. Alors, c'est que des anciennes stars, dont 2 anciens champions de la Lutèce. Ça donne toujours des matchs très serrés, et on le voit là sur le stade. Ça a été un match serré. Alors celui-là, il avait un goût particulier parce que c'était l'opposition légendaire entre Azroag et Eddy, naturellement. Alors cette fois-ci, pas de slip Borat ni de chapeau beat pour Eddy. On était à la revanche quand même. Il faut savoir s'y tenir. Quoi qu'il en soit, malgré le triple skull d'Azroag en 8e tour, il a même pas sué une goutte. Avec Slad, ils ont maîtrisé le match. Petite victoire, mais courte victoire, 1-0. Quoi qu'il en soit, ça les a bien lancés parce que derrière, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont défoncé Yeti avec sa demi-équipe. Et donc là, ils sont bien partis, Slad et Azroag, pour truster aussi les premières places. Donc, comme je disais, les Skaven devant, et forcément, quand 2 champions, 2 vétérans de la Lutèce jouent ensemble un roster compétitif, ça donne ça. Donc attention aussi à ceux qui vont les jouer. Ça risque de pas être facile de les affronter sur les prochaines journées. Alors justement, je parlais du pauvre Yeti, la claque qu'il s'est pris, mais la claque monumentale qu'il s'est pris en 3e journée par Akhtar, l'autre grand vétéran de la Lutèce, 5-0 quand même, avec une équipe des bas-fonds défoncée par Akhtar. Yeti, vraiment là, il est plus bas que terre. Encore une fois, je rappelle qu'il vient de se prendre en J4, puisqu'on a déjà le premier résultat qui tombe à 4-0 par Azroag et Slad Mortis. Ça fait 9 touchdowns encaissés en 2 journées, dont cette grosse branlée 5-0 face à Akhtar. Le pauvre Yeti. Fallait pas jouer bas-fond, on t'avait prévenu. Bon, écoute, c'est une tentative. On va voir. L'année prochaine, tu joueras Ogre, je pense, non? Autre résultat notable, enfin la première victoire des humains. Ça y est, après 9 matchs joués, 3 journées, ils ont enfin cette première win. Bravo. Et celle-ci est l'œuvre d'Alaric, le petit nouveau qui n'en veut. Et en plus, c'est une victoire de prestige, puisque c'est une victoire 1-0 contre encore un autre vétéran de la Lutèce, à savoir Dritz, le meilleur défenseur de la dernière Coupe du Monde de Blood Bowl. C'est quelque chose de lui mettre un touchdown à Dritz. Et Alaric, non seulement il lui met un touchdown, mais en plus il gagne ce match. Donc bravo, félicitations Alaric, chapeau, parce que c'est vraiment une victoire de prestige. On va voir si tu lances les humains, ça y est, sur la bonne voie ou pas. On verra ça plus tard. Et il en est de même pour les Minus. Première victoire pour les Minus. Enfin, Minus, non. Première victoire pour Griff Oberwald, on va dire. Et la victime expiatoire, c'est Nico. Donc Griff 2, Nico 0. Nico a dit que la prochaine fois qu'une équipe en face aura
Il coûte combien Griff? 280 000 points? Oui, quelque chose comme ça. La prochaine fois qu'une équipe aura 280 000 points d'Inducement face à lui, il abandonne tout de suite. Comme ça, au pire, il perd 1-0 et il perd pas ses joueurs. Alors qu'avec Griff en face, eh ben, il se prend plus que 1-0. Et en plus, il se prend une grosse torgnole avec que des joueurs sortis, 10 joueurs décédés. Donc, c'est peut-être un bon choix, j'en sais rien. C'est pas très fair-play, mais bon, au vu l'optimisateur qu'il est, Nico, il fait peut-être le bon choix en abandonnant. Ouais, en réalité, il était chafouin, Nico. Il était chafouin parce que même en essayant d'agresser un ogre, il n'y arrivait pas. En fait, tout était pourri dans ce match-là. Lui était pourri, ses joueurs étaient pourris, ses jeux étaient pourris. Mais bravo à Puerto Rico quand même. Première victoire en ogre. Ça y est, il est parti comme il avait prévenu lors du multiplex. Il est parti pour en remporter la Lutes Cup. Et on le lui souhaite. Sincèrement, s'il arrive à gagner la Lutes Cup en ogre, ce serait énorme. Enfin, ce serait pas lui, ce serait Griff. Hein. On est d'accord? Si, je déconne. Ouais, si, ce serait Griff quand même. Enfin, je garde le meilleur pour la fin. Enfin, Mère Access a été panthéonisé. Ce n'est que mérité. Enfin, les instances de la Lutèce ont écouté la voix du peuple, la Vox Populi. Et enfin, Mère Access entre dans le panthéon de la Lutèce comme il se doit. Entre ici, Mère Access, avec ton terrible cortège. Que sa gloire puisse briller au firmament de la Lutèce à jamais. C'est le joueur le plus complet de l'histoire de notre championnat. Ça a été une vraie légende, une vraie star sur le pelouse l'année dernière, même s'il n'a pas permis à Zeiko de remporter le titre. Quoi qu'il en soit, il nous a fait rêver sur tout au long de la saison régulière. Donc ce n'était que mérité. Ça faisait 12 saisons quand même, voire 13 saisons qu'on n'avait pas eu de star panthéonisée à la Lutèce. La voici enfin, cette nouvelle star panthéonisée. Ce n'est que mérité, tant pour Mère Access que pour son coach Zeiko. Donc bravo, chapeau. Et j'en suis le premier heureux parce que j'ai milité pour ça. Et enfin, les instances officielles nous ont écoutés. Bravo. Alors parlons maintenant des stats générales, et ce qu'il faut dire c'est que cette troisième journée a été assez moyennasse en réalité en termes de stats. C'était pas la pire depuis le début de saison, mais c'était pas la meilleure non plus, il faut le dire. Hein. On garde encore les apparences, notamment, comme je le disais à l'instant, grâce à quelques victoires spectaculaires, du 4-0, du 4-1, pardon, du 5-0, mais ces résultats font en réalité office de cache-misère. Car malgré ces scores fleuves pour un match de championnat de Blood Bowl, on marque entre guillemets, que 66 touchdowns. C'est 1,1 touchdown en moyenne par coach. C'est le même score qu'en J1. Et c'est bien moins que la moyenne générale de l'année dernière, qui était à 1,17 touchdowns quand même. Donc vous voyez qu'il y a quand même un écart important. Et ce type de stats risque de se répéter tout au long de la saison, en réalité, compte tenu du nombre d'équipes lourdes qu'on a, même si on a quand même plus d'équipes agiles en proportion aussi, mais bon, il y a moins d'équipes polyvalentes aussi, donc moins d'équipes pour faire des gros résultats. Alors pour le coup, les meilleurs rosters, ce sont ceux qui ont performé ne serait-ce que sur un seul match. C'est naturellement le cas des Nécromantiques, grâce à la belle victoire de Akhtar. On a pour les Nécros une moyenne de 3 touchdowns par match. Mais bon, c'est vraiment anecdotique par rapport au faible nombre de touchdowns marqués. Quant à la défense, on a 2 rosters qui perfent quand même en cette journée avec seulement 0,33 touchdowns encaissés en moyenne par équipe. C'est d'une part les Renégats du Chaos et d'autre part les Elfes Noirs. Les Elfes Noirs qui nous démontrent qu'ils restent un super roster compétitif. Ils font leur petit bonhomme de chemin en toute tranquillité et en réalité, ils performent assez bien, on le verra plus tard. Ils performent assez bien et surtout, c'est plus difficile, on le sait très bien, c'est plus difficile de faire une belle moyenne quand on a 6 rosters d'engagés que 3 comme les Renégats du Chaos. Les Elfes Noirs ont deux fois plus de rosters d'engagés que les Renégats du Chaos et pourtant ils font une même moyenne de touchdown d'encaissés, 0,33. Donc c'est un touchdown tous les 3 matchs. C'est vraiment excellent comme résultat sur cette journée pour les Elfes Noirs. Alors,
Au niveau des passes, la moyenne elle reste toujours aussi famélique et en réalité, sur cette J3, on atteint vraiment les profondeurs du néant. Et on réalise à peine 25 passes en 30 matchs. C'est une moyenne de 0,41 passes par équipe. C'est moins de une passe tous les 2 matchs. En réalité, si on analyse bien cette stat, c'est très très faible. Et pour une fois, c'est pas les O-Elf qui tirent la couverture, c'est bien les unis représentés agiles, à savoir l'Union Elfique et les Bas-Fonds, qui font 2 passes chacun. On sait bien qu'il n'y a que 2 rosters, il y a 2 équipes dans ce roster-là, une équipe par roster d'engagés. Enfin, vous m'avez compris. Donc, chacune des 2 équipes fait 2 passes. Et donc, c'est eux qui, pour l'instant, qui trustent cette stat. Mais bon, c'est vraiment anecdotique par rapport au reste. La stat à retenir, par contre, c'est que sur cette 3e journée, les Lutétiens réalisent 2 interceptions et une déviation en une seule journée. L'année dernière, on n'avait rien fait du tout. Aucune interception, aucune déviation sur toute la saison. Alors, il y avait beaucoup plus de O-Elf. C'était plus dur d'intercepter. Ok, je veux bien, mais il y avait beaucoup plus de passes aussi. Donc, statistiquement, on aurait dû avoir au moins 1 ou 2 interceptions et déviations. Là, on est déjà à 3 interceptions et une déviation en 3 journées. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que les Lutétiens ont ressorti leur dépipé d'il y a 20 ans ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, bravo aux intercepteurs et déviants. Bosque, le déviateur, on va dire. Et le PEG, le nouveau rookie qui débute bien la saison, et Akhtar, qui sont auteurs tous les deux d'une interception. On rajoute à cela l'interception réussie par SSB en journée précédente, et on est déjà à 3 interceptions en 3 journées, donc moyenne extraordinaire, on va dire, sur cette stat-là. Après, comme je disais, on a une journée moyennasse. Et au niveau des sorties OD déjà, donc au niveau des pots, c'est moyen, on va dire, c'est pas catastrophique. Et on est à 96 sorties de réalisées. C'est pas mal, mais c'est 1,6 sorties par équipe de réaliser OD. C'est pas non plus extraordinaire au regard du nombre d'équipes lourdes que nous avons. Alors c'est bien mieux que la 2e journée qui était catastrophique. On avait fait 73 sorties OD seulement, mais c'est moins que les 101 sorties OD réalisées en ouverture du championnat. Et là, une nouvelle fois, ce sont les nécromantiques qui se distinguent grâce encore une fois à Akhtar, qui a massacré l'équipe de Yeti. Et les nécromantiques donc font 3,5 sorties en moyenne par équipe et par match. Mais vraiment là, c'est Akhtar qui fait tout pour le coup là, en réalité. À l'opposé, en termes de sorties subies, c'est un petit peu mieux, forcément. C'est mieux qu'en J2, naturellement. On est à 111 sorties subies par équipe et par match. Ça fait 1,85 sorties subies par équipe et par match sur cette journée. 2 rosters ont énormément souffert en cette J3. Pour une fois, c'est pas les Minus, c'est les Elfes, tout simplement. Alors, pas que, mais c'est les O-Elfes et les unis représentés agiles, donc les Bas-Fonds et les Elfes Pro, qui comptabilisent en moyenne 4 sorties subies par équipe et par match. Alors, c'est moins grave pour les Bas-Fonds, on va dire, vu le pléthore de joueurs qu'ils ont, l'effectif pléthorique. C'est beaucoup plus traumatisant et grave pour les elfes, donc les O-Elfes et les Elfes Pro, là, qui ont pris plein la tranche sur cette 3e journée. Et j'espère qu'ils pourront se relancer. J'espère pour eux qu'ils pourront se relancer par la suite parce qu'ils ont subi quelques blessures et voire des morts graves, forcément, les morts, mais des blessures graves et morts sur cette 3e journée. À l'opposé, il faut remarquer la résistance incroyable des Minus. Une seule sortie subie sur l'ensemble de la J3, ça fait une moyenne de 0,5 parce qu'il y a 2 équipes Minus d'engagés. Résistance incroyable des Minus, alors celle-ci est due au fait qu'ils ont affronté des équipes agiles, tout simplement, et donc forcément, ça permet de souffler un peu. Aussi bien les ogres que les gobelins ont pu rencontrer des équipes agiles, alors certes, ça n'a pas été la joie en termes de résultats pour les gobelins. Pour les ogres, comme je l'ai dit, ça s'est mieux passé. Mais c'est surtout que l'effectif a pu respirer un bon coup avant les journées plus complexes qui arrivent. Les sorties publiques, ça reste toujours de l'ordre de l'anecdotique, avec une seule sortie publique de réaliser comme la journée précédente. On est loin des 4 sorties publiques de la J1 quand même, hein.
Et au niveau des agressions, on est pareil, on est à 11 agressions réussies. C'est pas extraordinaire non plus, c'est une moyenne de 0,18 agressions par équipe et par match. C'est pas la joie non plus. Sur les agressions, c'est les Minus qui se distinguent avec 1,5 agressions réalisées par équipe et par match. Là, bravo, chapeau. On retrouve les spécificités de ce roster et j'en suis le premier heureux pour cela. Donc j'espère que là, c'est parti. J'espère que les Minus partiront vers la chasse au crampon d'or parce que pour l'instant, je rappelle que c'est Immuserg et ses Amazones qui dominent les débats. Donc à voir si les Minus vont les rattraper. Alors toutes ces stats nous offrent un facteur de violence plutôt sympathique, même s'il n'est pas extraordinaire, bien supérieur à celui de la deuxième journée. On atteint ainsi 108 points de joueurs, de blessés, d'éliminés, enfin en tout cas de sorties, de quelques types de sorties que ce soit en cette troisième journée. C'est 8 points de moins quand même qu'en première journée. Ça nous fait une moyenne de 1,8 joueurs d'éliminés. Alors on est très loin des standards de la saison passée. On était à 2,18 joueurs d'éliminés par match et par équipe. Là on est, vous voyez, à 0,4 points de moins, presque 0,4 points de moins que la saison passée. C'est énorme quand même. Alors certes, l'année dernière, il y avait beaucoup plus d'équipes Minus et beaucoup moins en proportion d'équipes costaudes. Donc ceci explique certainement cela. On aura forcément moins de sorties et un facteur de violence moindre que la saison précédente. En réalité, vous avez compris, on est parti sur une saison bien moins spectaculaire, avec des statistiques moyennes très basses. On le verra quand je parlerai des XP tout à l'heure. Forcément, les XP, c'est la résultante des exploits de nos petites figurines sur le terrain. Et forcément, s'il y a moins de touchdowns et s'il y a moins de sorties, bah forcément, il y aura moins d'XP. Et forcément, la saison sera moins spectaculaire. Et on est parti là-dessus, c'est évident. Alors, sur la troisième journée, pour toujours parler de violence, le roster qui s'en sort le mieux en facteur de violence, vous l'avez deviné, forcément, c'est les Minus. Avec un score moyen de 4 points en facteur de violence, ils dominent vraiment les débats. Alors, vous avez compris, ce bon score, cette belle moyenne, est surtout dû aux excellents résultats en termes de sorties réalisées par Abricot sur Nico et en termes d'agression par Courchevel également avec ses gobelins. Et donc 4 points, c'est mieux que notamment les Nécros qui sont juste derrière avec une moyenne de 3,5 en points en facteur de violence, mais vraiment c'est les Minus qui ont dominé les débats sur cette troisième journée. Alors parlons maintenant de ce qui progresse quand même sur la troisième journée par rapport aux journées précédentes, c'est les gains et les spectateurs. Alors la Lutèce, elle attire toujours plus de public, forcément plus il y a de victoires, plus le fan factor augmente et donc plus il y a de fans sur le terrain. On est à une moyenne de 4700 spectateurs par équipe hein, et par match. C'est presque 200 supporters de plus en moyenne que sur la J2. Alors le roster le plus populaire sur cette troisième journée, c'est les morts-vivants. Un roster toujours aussi populaire à la Lutèce. On a une moyenne de 6200 spectateurs par équipe pour les morts-vivants. Quant aux gains, et même si nous avons marqué moins de touchdowns, eh bien, la moyenne des gains augmente toujours. On est à 58 166 pièces d'or d'engrangées par équipe sur cette troisième journée. C'est pile poil 1000 pièces d'or en moyenne de plus que sur la journée précédente. Alors le roster le plus riche sur cette journée, c'est encore une fois les morts-vivants. 88 750 pièces d'or en moyenne d'engranger. Il y a de quoi rêver plus grand, il y a de quoi s'acheter des goules à l'appel pour les morts-vivants. Donc la compétition de la chasse à la goule est lancée par Kossus. Pour l'instant, elle a du mal à démarrer, mais avec tout cet argent accumulé, j'espère que les morts-vivants achèteront quelques goules. Comme ça, on aura plus de facilité à les sortir. Parce que plus il y a de goules sur le terrain, plus c'est facile de les cibler. Donc allez-y les gars, allez-y. Si vous ne voulez pas que la compétition que Kossus a lancée tombe dans l'oubli, c'est pas comme les chasseurs, hein, naturellement. Je déconne, Kossus. Eh bien, allez-y, tapez de la goule. Et puis surtout, les morts-vivants, achetez des goules. Achetez des goules, les morts-vivants. C'est le Black Friday bientôt. Achetez des goules.
Et donc enfin la dernière stat, et celle qui résume parfaitement la tendance du championnat, c'est les points d'expérience. Comme je vous disais, c'est pas la folie. Et effectivement, on a une assez faible moyenne de 11,05 XP de gagner par équipe et par match sur cette dernière journée. On est clairement à la traîne. Alors certes, c'est pas aussi catastrophique qu'en J2, hein, c'est sûr, mais la tendance est vraiment à la baisse. L'année dernière, on avait une moyenne générale de 11,75 XP par équipe et par match sur toute la saison régulière. On est donc à presque 2 points de moins sur cette deuxième journée, 1,7 points pour être plus précis, que l'année dernière sur l'ensemble de la saison. C'est beaucoup quand même, c'est énorme. Et comme je vous disais, la stat en J2 était encore pire. Donc c'est-à-dire que la moyenne générale cette année, elle va être vraiment, vraiment très basse. Donc, sauf un changement radical de style de jeu par les coachs lutétiens sur les journées à venir, ce en quoi je doute. Hein. Permettez-moi de douter sur cet aspect-là du jeu. À mon avis, on va continuer sur la même veine que sur les 3 journées qui ont eu lieu. Eh bien, on va avoir tout simplement une saison 2023-2024 peu pourvu en actions spectaculaires, on aura peu de joueurs vraiment expérimentés et il y aura moins de magie sur les terrains. Moins de magie autre que les boules de feu naturellement, hein, parce que ça y est, les magiciens commencent à apparaître, hein, donc voilà. Mais on aura moins de spectacles, on mettra moins les mirettes, moins de paillettes et moins de strass et d'étoiles dans les yeux des spectateurs, c'est évident. Et c'est certainement pas cette année qu'on verra réapparaître des meilleurs access sur les pelouses, des joueurs avec plus de 100 XP sur la saison régulière. À mon avis, c'est pas cette année qu'on les verra. Alors dans tous les cas, pour finir, le roster qui s'en sort le mieux en termes de XP sur cette journée, et là c'est assez paradoxal, c'est les nécromantiques, mais bon, ça c'est dû au score incroyable de Actar avec ses 33 XP sur la seule journée. C'est donc les nécros avec une moyenne de 21 XP par coach et par match sur cette J3. Donc comme je disais, c'est dû à la perf extraordinaire de Actar qui atomise Yeti. 33 XP de marqué par Actar sur cette seule J3. On dit merci à qui? On dit merci Jackie Yeti. Bref, passons à la forme des rosters. Alors sur la forme des rosters, pas mal d'enseignements sur cette 3e journée. Des nouveaux challengers font leur apparition. Je parle des rosters, hein, pas des coachs forcément. Et certains autres rosters qu'on pensait vraiment partis sur des chapeaux de roue, on tire un peu la langue, un peu plus de mal sur cette 3e journée. On regarde ça en détail. Alors pour commencer, regardons ce tableau réalisé par notre cher Courchevel. Alors ce qui est intéressant à regarder, c'est la 2e colonne, parce que la première, on a du mal à comprendre. Non, la 2e colonne est super intéressante. C'est celle qui indique clairement la vraie forme des rosters, c'est-à-dire celle qui démontre combien de points chaque roster a engrangé par rapport au nombre total de points qu'il pouvait prendre. Et là, on voit que celui qui a pris le plus de points, c'est le roster mort-vivant, c'est celui qui est le plus performant depuis le début de la saison, c'est celui qui a le meilleur ratio en termes de points engrangés, et aussi celui qui a le meilleur ratio en termes de victoires par rapport aux défaites. C'est la fameuse première colonne. Alors, je ne vois pas à quoi elle sert cette stat en réalité. La vraie stat qu'il faut prendre en compte, c'est la 2e colonne, c'est-à-dire quel roster a marqué le plus de points par rapport au nombre total de points qu'il aurait pu prendre. À l'inverse, le roster qui sous-perf vraiment en cette J3 et puis le début de la saison, c'est les unions représentées agiles, donc les elfes pro et les bas-fonds. Ils passent même derrière les humains qui étaient jusque-là totalement à la traîne. Alors non que les humains commencent tout à coup dans l'extravagance des résultats, mais bon, ils enregistrent un nul et une victoire. Donc voilà, ils s'améliorent tout légèrement. Ils sont juste devant les unions représentées agiles. Mais pour les unions représentées agiles, c'est vraiment compliqué. Ils sont vraiment au fond du trou et il va falloir qu'ils se relancent très très vite. Par contre, ceux qui performent le mieux, on les retrouve forcément en tête du classement. Les morts-vivants, comme je disais, les Skaven, les Elfs sont là. Même si les Skaven, on le voit, comme je disais, ils tirent un peu la langue, ils tombent à la 3e place. Forcément, ils ont une 3e journée très mitigée avec 2 victoires,
un nul et 3 défaites quand même. Alors certes, il y a eu un match Scaven contre Scaven, donc forcément ça fausse un peu. Alors fausse non, mais ça explique peut-être cette difficulté des Scaven à perfer sur cette troisième journée. Rien d'alarmant certes, mais on n'assiste pas non plus à une hégémonie totale comme annoncé, même si évidemment les équipes Scaven trustent les premières places, mais ils ne sont toujours pas en première place du classement, ils n'en sont pas très loin, on verra, mais ça permet de garder du suspense pour le reste du championnat. On n'a pas 3 équipes Scaven aux 3 premières places. Rappelez-vous que l'année dernière, on a quand même eu 2 équipes Scaven aux 2 premières places du championnat tout au long de la saison. Donc au moins, on n'a pas ça cette année. On verra plus tard, mais pour l'instant, on ne l'a pas. De même, nos amis Slan, qui ont une journée 2 si performante, ils ont connu une journée 3 mitigée. Alors certes, elle n'est pas catastrophique, parce qu'en vrai, ils finissent avec une journée et qui finit sur un nul, c'est-à-dire 2 victoires, un nul et 2 défaites, donc c'est une égalité. C'est honorable, avouons-le, pour les Slan, c'est honorable, mais certaines équipes, et surtout celle d'Olivier Dulac, ont vraiment souffert sur cette troisième journée. On en reparlera lorsque je parlerai du trophée du meilleur chasseur. Mais quoi qu'il en soit, les Slan figurent toujours de manière positive sur le tableau de Courchevel, puisqu'ils sont au-delà des 50% de points gagnés, c'est-à-dire qu'ils ont gagné plus que la moyenne de points qu'ils pouvaient prendre, donc ils sont toujours dans le vert. Voilà, tout simplement, ils sont toujours dans le vert, puisqu'ils ont gagné plus que la moitié des points qu'ils pouvaient prendre. 56%, ils sont juste vraiment en bordure, mais ils sont toujours dans le vert. Donc bravo les Slan. Alors parlons maintenant de la forme et de la méforme des rosters. Alors plusieurs rosters performent, comme je le disais, les Minus et les Nécromantiques, je le disais tout à l'heure au niveau des stats. Mais il y a un autre roster qui avance tranquillement dans l'ombre, et ça lui va bien d'avancer dans l'ombre, qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui est là, qui est bien positionné, c'est les Elfes Noirs. Et ouais, les Elfes Noirs, c'est ceux qui ont le meilleur ratio en termes de points sur cette troisième journée. Donc les Elfes Noirs dominent les débats. En réalité, ils ont une très belle moyenne de 2,16 points de marqués par équipe sur cette troisième journée, et surtout une défense très solide de 2 touchdowns d'encaissés seulement en 6 matchs et 6 touchdowns de marqués. Donc les Elfes Noirs démontrent qu'il reste un roster hyper solide et hyper efficace à la Lutèce. Ils risquent de briller sur cette saison, toujours dans l'ombre, toujours cachés, mais ils avancent en sous-marin en réalité. Donc faites attention, les coachs qui vont affronter les Elfes Noirs, ils sont là les Elfes Noirs, il va falloir compter sur eux cette année. Alors 2 autres rosters, comme je disais, performent très bien sur cette J3. Les Nécromantiques, j'en ai longuement parlé précédemment, mais un autre roster est à mettre en avant, c'est les unis représentés polyvalents. Et ouais, la noblesse impériale et les nordiques se réveillent. En tout cas, première journée où ils ne perdent pas. Une victoire, un match nul. Donc ça fait une moyenne de 2 points par match d'engranger. Mais on pensait qu'ils allaient souffrir plus que ça. En tout cas, Pedro et la Reine, avec leur noblesse impériale, font des merveilles. Ils nous étonnent de journée en journée. Et là, ils tirent ce roster des unis représentés polyvalents. Il le porte vraiment à bout de bras, parce que pour EDLR, c'est un peu plus compliqué avec ses Nordiques. Mais en tout cas, il n'a pas perdu. Il a enfin engrangé son premier point EDLR. Et donc, c'était à souligner. Enfin, une journée qui sourit aux unis représentés polyvalents. Bravo. Et donc les Nécromantiques aussi, j'en ai parlé, une victoire et un match nul également, mais surtout le roster le meilleur marqueur et le roster le plus expérimenté sur cette troisième journée. Tout ça, c'est grâce naturellement à la performance incroyable de Akhtar face au bas-fond de Yeti. Quant au restant en méforme, c'est assez inattendu, mais il y a deux rosters en pleine crise sur cette troisième journée. Les premiers, c'est les unis représentés agiles, et les seconds, c'est encore plus étonnant, les hommes lézards. Alors les unis représentés agiles, j'en ai un petit peu parlé, même beaucoup parlé, à cause de la sous-performance des bas-fonds. Mais Pixman avec ses elfes pro, c'est pas de la joie non plus. Ça fait 2 défaites pour les unis représentés agiles, 0 touchdown marqué, 6 touchdowns encaissés, dont 5 par Yeti naturellement. Une sortie réalisée seulement pour 8 sorties d'encaissés, 6 pour Yeti, encore une fois.
Donc vraiment, les bas-fonds diminuent quand même beaucoup les stats de ce roster. Les Elfes Pro doivent faire un peu la gueule quand même, de se retrouver avec les bas-fonds. Mais bon, ça reste des unions représentées agiles. Si je mettais les bas-fonds tout seul, et en tant que roster union représenté tout seul, forcément, ils auraient les pires stats depuis le début de la saison, quasiment. Donc, ça ne sert à rien de les laisser tout seuls. Faut rassembler les rosters. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire pour donner un petit peu une tendance générale en termes de forme et de méforme des différents rosters. Alors par contre, pour revenir à l'autre roster qui sous-performe, c'est les Hommes Lézards. Et là ça commence à devenir très alarmant pour eux. Les Hommes Lézards, c'est une seule victoire en 6 matchs joués depuis le début de la saison. C'est sur cette J3, c'est 0 touchdown marqué pour 3 d'encaissés. Et c'est surtout une seule sortie de réalisée en 2 matchs. Pire encore, un score famidique de 5 XP d'enregistré en moyenne par les deux équipes sur cette J3. Donc vraiment, les Hommes Lézards, c'est un roster très populaire à la Lutèce, c'est un roster très performant à la Lutèce. Normalement, ils se qualifient chaque année en playoff. Là, tel que c'est parti, je le vois carrément... Alors, je pensais qu'au moins Crouch allait les qualifier. Alors, c'est pas encore impossible évidemment, mais là c'est mal parti. Crouch a gagné son premier match et depuis c'est la morne pleine pour les Hommes Lézards. Alors Aplo, c'est vraiment catastrophique, donc va falloir que les deux coachs Hommes Lézards se réveillent parce que c'est indigne du roster Hommes Lézards à la Lutèce qui normalement est tellement performant. Là cette saison ils ont vraiment du mal, donc allez, on se réveille là les gars, allez. Et enfin, dernier roster pour qui c'est moins bon, c'est les O-Elf. Rappelez-vous, jusqu'à la J2, c'était le roster qui performait le mieux à la Lutèce. Mais là, avec un pauvre match nul et une défaite, une grosse branlée prise par Nico contre Griff Oberwald, enfin contre les ogres de Poire-Abricot, c'est la dèche pour les O-Elf. Les journées se suivent et se ressemblent pas pour les O-Elf. Là, ils subissent 8 sorties quand même, dont 5 par le seul Nico. Et on va voir s'ils arrivent à rebondir en J4, parce que là, la J3 était quand même assez catastrophique pour eux. Enfin, voilà pour la forme et la méforme des rosters. Passons maintenant au prix du meilleur chasseur. Et là, il y a plein de choses à dire. Et ouais, on garde le meilleur pour la fin. La compétition du meilleur chasseur de la Lutèce. Et pour le coup, cette troisième journée nous a réservé à tous une excellente surprise, une merveilleuse surprise, à savoir les destructions massives d'une grosse partie de l'équipe d'Olivier Dulac par Immuserg. La nouvelle terreur des pelouses lutétiennes, Immuserg ou Mumu pour les plus intimes. Olivier Dulac perd 260 000 points de joueurs, pièces d'or de joueurs sur ce seul match face à Immuserg, dont 2 receveurs compés, chacun valant 100 000 pièces d'or. C'est vraiment triste, mais quelle tristesse, on compatit. Non, vraiment, on compatit. Non, si, Olivier, on compatit, vraiment. Si. Et si on ajoute à cela le fait que Pixman met subrepticement à la retraite son 3/4 qui avait été blessé par Immuserg en première journée, Immuserg empoche la bagatelle de 320 000 pièces sur cette seule, ou points si vous voulez, sur cette seule J3. Le voici à 430 000 points en 3 journées. 430 000 points en 3 journées. C'est une vraie terreur, je vous dis, c'est une vraie terreur des pelouses. Alors certes, on est assez loin, même très loin du score réalisé en J3 de l'année dernière par Baba Yara sur un petit lutétien dont on taira le nom, et qui avait fait 390 000 points sur une journée, les fameuses noces pourpres de la J3 de l'année dernière. 390 000 points, donc il en est quand même assez loin encore Immuserg, mais bon, quand même 320 000 points, enfin 260 000 points sur un match auquel on rajoute les 60 000 points du joueur mis à la retraite par Pixman, c'est quand même un score assez incroyable réalisé par Mumu.
Et du coup, entre les exploits de certains et les joueurs mis à la retraite, on est quand même à un très très beau score de 1 50 000 points de joueurs d'éliminés sur cette seule J3. C'est énorme, c'est presque le double de ce qu'on a fait en J1. Rappelez-vous qu'on part de 550 000 points en J1, on est à presque le double en J3. Donc bravo, chapeau, j'en suis plus que heureux. C'est vraiment un gap de franchi, même si on est encore très loin des meilleurs résultats de l'année dernière. On était à 1 300 000 jusqu'à 1 500 000 points par journée en fin de saison dernière. Donc on en est encore très loin, mais je gage qu'on y arrivera. Plus la saison avancera. 7 nouveaux chasseurs rejoignent nos rangs, donc je vous mets la liste ci-contre naturellement. Bravo, bienvenue les gars, bienvenue à vous. Et du coup, avec ce score incroyable, Imuserg, le classement est tout chamboulé naturellement. Donc à la première place, on retrouve Mumu avec ses 430 000 points de joueurs chassés. Il est suivi par Courchevel, le petit Gob qui est à 170 000 points. Alors, il est très loin derrière Imuserg, très très loin derrière. Mais bon, c'est quand même notable, il faut le souligner. Et en troisième position arrive votre cher serviteur, 150 000 points grâce à un blitzer complet de Mamet. C'est totalement anecdotique par rapport au score de Imuserg. Enfin, je vous fais défiler quelque part par là le classement général. Bravo à tous les chasseurs, bravo à tous. J'espère que cette compétition ira crescendo et plus les journées avanceront, plus la compétition sera serrée. Parce que là, pour l'instant, Imuserg a pris les devants, mais rien n'est joué. Si vous regardez bien, il y a un autre coach en J4 qui vient de faire des merveilles, qui vient d'éliminer le premier big guy de la saison. C'est Mamet, évidemment, avec ses orques, qui a défouraillé l'équipe de Yuxgul. Voilà, la compétition est totalement relancée, mais on en parlera plus lorsqu'on fera l'analyse de la J4. Bon, bref, voilà le classement. Et moi, je vous dis à très bientôt, à une prochaine. Vive le Blood Bowl, vive la Lutèce Cup. Et à très bientôt dans l'After Lutèce. Ciao. Salut les gars, ciao. Je vous aime tous.